Il n'y a pas de culture française, a dit un jour un ancien candidat à la présidence de la République. Il n'y a pas d'histoire française, semblent vouloir nous dire les déconstructeurs pour qui la France ne serait qu'un lieu de passage. Avec mes deux invités exceptionnels ce soir, la journaliste et essayiste Sonia Mabrouk et le fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, je voudrais aborder cette question existentielle. Qu'est-ce que l'âme française et qu'est-ce qui la menace aujourd'hui ? La France doit-elle se résoudre au déclin ? Ou bien possède-t-elle encore des réserves d'énergie et d'espérance ? Pour renaître, doit-elle renouer avec le roman national et ses racines chrétiennes ? On en débat avec mes deux invités exceptionnels dans le club Le Figaroïdé. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Philippe. Et la possibilité de ce débat. Je vous présente, même si évidemment nos téléspectateurs vous connaissent. Vous, Sonia Mabrouk, vous êtes journaliste sur CNews et Europe 1. On peut vous entendre tous les matins dans la grande interview d'Europe 1. Et vous avez publié ce livre à la rentrée. Et si demain, tout s'inversait, c'est une fiction où vous imaginez une sorte de camp des saints inversé, l'inversion des flux migratoires entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Ce qui pose toute une série de questions sur l'assimilation, l'adaptation aux mœurs, le basculement démographique. C'est vraiment un livre passionnant. Et vous, Philippe de Villiers, vous revenez en librairie ces jours-ci avec ce livre Coup de poing, Mémoricide. Vous nous expliquerez ce que vous entendez par cette formule. Livre qui est en tête des ventes actuellement et qui s'annonce comme un futur best-seller. Le point de départ de ce livre, Philippe de Villiers, vous le dites, c'est le début et l'ouverture, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris cet été, cette cérémonie qui a suscité, on va dire, la controverse, notamment par certaines images choquantes, notamment représentant la Seine ou Marie-Antoinette décapitée. Et vous avez des mots assez durs sur cette cérémonie. Vous dites que c'est un catalyseur du grand renversement, un moment de nihilisme festif. Pourquoi ça a été à ce point, pour vous, quelque chose de choquant et un point de bascule, cette cérémonie d'ouverture ? Parce que la France accueillait le monde entier et que cette cérémonie a été vue par le monde entier. Et que le monde entier, notamment pour les jeunes générations, s'est donc fait une idée de ce qu'est la France, sa grandeur, ses ferveurs, son histoire, à travers cette cérémonie. Or, cette cérémonie, c'était une multicénie qui nous fut administrée comme une allégorie de nos abaissements. Et celui qui a parfaitement décrit ce que voulaient faire les auteurs, les créateurs de cette cérémonie, c'est Jacques Attali. Une fois de plus. Jacques Attali, le barde, le mage, celui qui tire les ficelles, et qui est toujours dans la coulisse, et qui fait le souffleur parfois. Et là, il a expliqué, voilà, ce fut une soirée de grande transgression. La France ouvre la voie à la grande transgression. En d'autres termes, et si vous me permettez un néologisme, c'est la soirée de la transmémoire. C'est-à-dire qu'on tente de greffer sur la mémoire commune une nouvelle mémoire. Une mémoire de l'instant, livrée aux caprices fugitifs de l'illimitation marchande. On est dans l'inconsistance. Et il y a toute une jeunesse française qui n'a plus de référence, qui n'a plus de repères, et qui se voit interdire l'accès au fonds commun qui est notre richesse. Est-ce qu'on peut imaginer un instant une seule civilisation qui cherche à vivre sans ses héritages ? On va en reparler. Sonia Mabrouk, est-ce que vous partagez ce sentiment de Philippe de Villiers sur ce spectacle et plus largement sur la manière que nous avons de représenter notre propre histoire ? Oui, effectivement, moi j'y ai vu aussi le spectacle inverse finalement du Puy du Fou. Philippe de Villiers est le créateur, le fondateur de ce spectacle finalement, de cette mémoire conservée, sanctuarisée, et j'y ai vu exactement l'inverse. Moi j'ai vu cette cérémonie depuis la Tunisie, je trouve
trouvé, c'était même le jour de l'accouchement, la naissance de ma fille. Donc c'était très paradoxal parce qu'à la fois il y avait la transmission par rapport à un enfant, et puis je regardais ça d'un autre pays, mon pays de naissance, et je regardais mon pays d'adoption. Et j'avais vraiment, très honnêtement, je vous le dis avec le cœur, j'avais mal à ma France. Je sais profondément que de l'autre côté de la Méditerranée, jamais il n'y aurait eu un tel spectacle. C'était un spectacle de désaffiliation pour moi. Et un spectacle même, on en parlera, de désassimilation. C'est-à-dire, moi j'ai toujours sublimé la France, sa littérature, son histoire. Et je me suis dit, ce sont des coups de boutoir. C'était comme une sorte de concentré de coups de boutoir par rapport à notre histoire, comme l'a dit Philippe, notre mémoire. Et finalement, la France, il y a encore quelque temps, c'était le pays qu'on admirait. Pour son histoire, pour sa voix, pour son positionnement géopolitique, pour sa singularité. Et ce soir-là, la France a donné un spectacle pour être détesté par certains. Ça m'a fait mal, tout simplement, sans intellectualiser la chose. Je l'ai ressenti ainsi et je me suis dit, tiens, voilà exactement ce que je ne veux pas transmettre à mon enfant. Philippe de Villiers, vous voulez rebondir? Sonia a utilisé le mot-clé, désaffiliation. Il y a 3 images qui étaient 3 blasphèmes. La première, elle est derrière vous, en face de nous. La scène. La scène. Donc la parodie de la scène. Faut le faire quand même. Personne n'oserait... Ça a choqué le monde entier d'ailleurs. Oui, mais c'était vraiment quelque chose d'odieux. Et de facile en plus, puisque personne ne réagit en France. Il n'y a plus d'élite. Ensuite, il y a eu Marie-Antoinette avec la tête ensanglantée dans les mains. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se permettre un féminicide, une Samuel Paty, quand il s'agit de dénoncer ceux qui vont contre le moment, la mode, le progressisme. Et puis il y a eu autre chose qui m'a vraiment choqué, profondément choqué, c'est on voit sortir de l'Académie française, avant d'y rentrer, Aya Nakamura, qui fait danser la garde républicaine. Ils font la danse du ventre pour appeler la pluie qui est déjà là d'ailleurs. Voilà. Et ils chantent Dja-Dja. Voilà, c'est la langue française, vous voyez. Parce qu'en fait, une nation, c'est 3 choses. C'est une mémoire commune, on est en train de la perdre, on l'a perdue. Le roman national est mort. On n'enseigne plus rien, on ne transmet plus rien. C'est un art de vivre, on est en train de le perdre. Et c'est une langue, on est en train de l'abattardir. Puis de Villiers, dans son livre, il y avait des accents assez personnels, puisque vous parlez de votre enfance, vous évoquez votre jeunesse, et vous vous décrivez d'ailleurs comme et ça m'a amusé parce que ça fait écho à la question de l'assimilation, vous vous décrivez vous-même comme un beurre vendéen, le fruit d'une intégration réussie. Vous aussi, vous êtes un assimilé quelque part? J'ai dit dans mon livre, je suis un boomer. Donc j'ai vécu les prospérités des 30 Glorieuses. Et j'ai eu mon premier transistor à Noël à l'âge de 14 ans. Donc, et j'ai cru que les 30 Glorieuses étaient les 30 éternelles. Ensuite, je suis un Boquin, 2e B, qui a vécu derrière les haies. J'en ai gardé une certaine timidité, à laquelle je fais violence avec vous deux. Mais... Et enfin, le Boquin, avec une première langue qui s'appelait le patois vendéen. Boquin de bocage. Le patois du bocage. Et c'était ma première langue. La langue française était ma 2e langue. Et c'est ce qui m'a sauvé, le patois vendéen, parce qu'il y avait une gouaille, une verve. C'est un peu comme le latin qui précède la langue française. Quand vous dites écraser les Anglais pour Jeanne d'Arc, c'est rien. Mais et les écrapoutir, oui. Et puis enfin, c'est vrai, je suis un beurre parce que mon père était militaire, mon père était un soldat, mon père était compagnon de Delattre. On était une famille de militaires depuis longtemps, donc qui s'est déplacé sur les marches frontières. Mon père est né en Lorraine et il a connu Delattre au 15 et ensuite, après la guerre, il a rejoint Delattre en Vendée, chez lui, et là, il a rencontré une jeune catalane. Donc mon père
était lorrain, ma mère catalane. Donc je suis, si on applique le jus soli, par le droit du sol, un Vendéen. Et la question qui se pose, c'est pour ça que je regarde Sonia, est-ce que je suis un Vendéen assimilé? Je pense que oui, puisque j'ai même perdu ma langue, j'ai tout accepté, je suis devenu un Français. L'assimilation fonctionne encore en Vendée, en tout cas. Comment? L'assimilation fonctionne encore en Vendée, en tout cas. Mais elle a fonctionné d'abord pour les Français, et effectivement, pour les Vendéens, pour les Normands, pour les Bretons. Et ça a été fait, pardonnez-moi l'expression, à la schlag, par les hussards de la République. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a des cris d'orfraie, qu'on ne s'autorise pas même de parler d'assimilation, revoir l'histoire et se rendre compte les Français ont été les premiers assimilés, et quand même que ça a été fait avec une radicalité, une brutalité, en tout cas une rupture, une exigence assez forte. Je trouve quand même que c'est assez incroyable, cette inversion aujourd'hui des normes et des choses. Justement, Sonia Mabrouk, vous êtes née en Tunisie, vous êtes arrivée en France, je crois, à l'âge de 18 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui vous a fait rencontrer, devenir française, en tout cas, comment vous avez été touchée par le roman national français, puisque vous en parlez dans ce livre en filigrane, de la question de l'assimilation, comment vous avez rencontré la France, véritablement? Bon, tout d'abord, il y a une histoire assez longue entre la Tunisie et la France qui est différente de l'histoire, par exemple, entre l'Algérie et la France. Elle est moins paroxystique, on va dire. La Tunisie a été un protectorat français. C'est très différent d'une colonie, d'une colonisation. Donc, il y a moins de blessures, il y a moins de cicatrices, il y a plus de compréhension entre ces deux pays qui sont vraiment très, très proches. J'ai appris par l'école. Moi, j'ai fait l'école française en Tunisie. Tous les lycées français, en fait, tout ce tissu, cette géographie, cette toile d'araignée de la francophonie, moi, je l'ai vécu dans ma chair et dans mon cœur. C'est-à-dire qu'en Tunisie, quand je quittais ma maison, j'allais en territoire français. J'allais sur le sol français. C'est ce qu'on se disait. Dès qu'on passait la grille du lycée, c'était le lycée, alors pour ceux qui nous regardent de Tunisie, ça va leur dire quelque chose, ça rappelle tellement de souvenirs, ça s'appelait le lycée Caillou, et on avait le lycée Carnot. On franchissait la grille, on disait « Bienvenue en France ». Et pour nous, c'était une fierté. On avait des profs français, c'était la langue française. Vraiment, c'est pour ça que parfois on est incompris ici quand on déclare sa flamme au pays. C'est pas pour être plus patriote que patriote. Il n'y a pas un concours vraiment de patriotisme ou de fierté. C'est ce que je ressens profondément. On nous a appris à aimer ce pays qui est aujourd'hui mon pays d'adoption. Donc dès l'école, avec des professeurs qui étaient formidables. On avait des professeurs véritablement qui m'ont appris. Je suis rentrée en France par la plus belle des portes, qui est la porte des romans, de la littérature. Et puis ensuite, je suis arrivée. Mais je suis arrivée, donc il y a maintenant, si je dis au moment où je suis arrivée, on va connaître mon âge, mais ça fait quand même une vingtaine d'années. Et le visage s'est transformé. Moi j'ai vu presque le visage de la France, malheureusement, et je le dis avec tristesse, sans les dire. Et c'est pas pour dresser un tableau noir. Moi, je veux retrouver cette France, pas seulement cette France par nostalgie, mais parce que c'est un projet d'avenir pour moi. Et j'y crois profondément. Et c'est pour ça que je veux soutenir cette assimilation qu'on se permet, qu'on met en valeur de l'autre côté de la Méditerranée, mais qu'on s'interdit de convoquer ici en France. Je trouve ça assez injuste et profondément inquiétant et dramatique pour le pays. Et vous, Philippe de Villiers, vous employez... Le livre est formidable. Le livre de Sonia, il faut le lire. C'est magnifique, c'est merveilleux. L'idée est très originale. Vous l'avez dit, c'est reste pas à l'envers, en dessin à l'envers. L'idée est très originale et elle est en même temps très pédagogique parce que ça nous montre ce qu'est l'assimilation. Et quand vous allez dans les pays d'islam, elle peut le dire mieux que moi, Sonia, vous n'avez pas le choix. Vous êtes assimilé ou vous partez. Voilà, pardon. Non, mais je voulais vous faire rebondir sur le mot, le titre de votre livre, mémoricide. C'est quoi, selon vous, ce mémoricide? C'est la déconstruction de notre roman national? C'est ça que vous voulez pointer du doigt par cette formule? C'est plus que ça. C'est le mémoricide est à une nation ce que le génocide est à un peuple. Le mémoricide, c'est quand on fait vivre une nation avec une ablation de la mémoire. Comme on dit, une ablation d'un rein. Mais là, c'est plus grave. Qu'on fait vivre un peuple avec une mémoire pénitentielle, c'est-à-dire qu'on ne transmet plus la mémoire vivante,
du dépôt millénaire, qu'on fait vivre un peuple avec une mémoire invertie. Non seulement on pratique et on invite les jeunes gens à pratiquer l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés, mais aujourd'hui, c'est une mémoire invertie, c'est quelque chose qui vous parle quand je vous lis. C'est-à-dire, en fait, on voudrait vivre à l'inverse de ce que nos pères ont vécu. Nos pères, nos mères, nos ancêtres. Plus de filiation, tout a changé. L'amour a changé. Et jusqu'à la manière d'ensevelir ceux qui s'en vont, puisque désormais, c'est la crémation. C'est-à-dire, la crémation, c'est vraiment le mémoricide parfait. C'est-à-dire, tu ne te souviendras plus de moi, c'est pas la peine que tu me cherches, je serai nulle part, tu disperseras mes cendres. C'est vraiment l'idée d'un monde absurde. Et le mémoricide, pour aller au cœur de votre question, je vais vous dire ce que c'est. Et c'est ça que je reproche à la cérémonie des Jeux et à toutes nos élites. Le mémoricide, c'est quand on ampute un vieux peuple de l'acquis le plus précieux, c'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Mais vous-même, Philippe de Villiers, quand vous parlez par exemple de la Vendée, du génocide vendéen, vous activez aussi une forme de mémoire, pas pénitentielle, mais c'est d'une mémoire, une histoire sombre de la Révolution française. Donc vous activez aussi un souvenir qui n'est pas forcément un souvenir de grandeur pour la France. Est-ce que ce n'est pas important de se souvenir aussi des travers de notre histoire, quelque part? Alors, là, vous avez abordé une question très importante. Un jour, il y a un vieux paysan vendéen qui me dit « Faut pas trier, mon petit gars, faut pas trier le passé comme on trie la mogette. » On trie la mogette, tu verrais, on note les cailloux, etc. Non, on prend tout, y compris les cailloux. Et donc, il faut tout assumer. Bon, mais on peut assumer sans enthousiasme. Il se trouve que, c'est ce que je raconte dans mon livre, le premier mémoricide, c'est Robespierre, c'est la terreur, c'est la révolution. Avec cette phrase fameuse de Robespierre, quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis convaincu moi-même de la nécessité d'un recommencement absolu de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la révolution n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, ou ce qu'on dit, ou ce qu'on fait croire, un changement de régime. Non, c'est un changement de religion. C'est l'idée de Saint-Just, d'ailleurs, le bonheur est une idée veuve en Europe. Vous qui connaissez le dernier Panache, vous avez entendu cette phrase. Et en fait, ce que je disais à Sonia récemment, là, un matin, la dépuration cathartique de l'homme fait que la révolution s'apparente à une annonciation de type eschatologique. Et d'ailleurs, les sans-culottes utilisent une sémantique théologique. C'est la régénération. Ça vous dit quelque chose, la régénération. Le premier qui a parlé de la régénération, c'est saint Paul. Et là, c'est la nouvelle régénération, c'est-à-dire le nouvel homme nouveau. L'homme nouveau de l'Ancien et du Nouveau Testament ne suffit plus, on fait un nouvel homme nouveau, à partir des Lumières. Et donc, cette nouvelle religion de l'homme nouveau, régénérée par la terreur, dans les conditions qu'on sait, eh ben, il va buter sur un problème. C'est qu'il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus de fédérateurs. Il n'y a plus de Saint-Crème. Il n'y a plus le ciment onctueux du Saint-Crème. Ça va durer 70 ans. Et au bout de 70 ans, on a la défaite de Sedan, la prostration. Et là, les instituteurs républicains, les instituteurs républicains et les historiens républicains, je pense en particulier à Ernest Lavis, se réunissent, Quichera, Michelet et tous les autres, ils disent « Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a plus de fédérateurs. » Et Lavis, à un coup de génie, il dit « Il faut un fédérateur de substitution. » Et le fédérateur de substitution, ça sera le roman national. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ceux qui ont touché au Saint-Crème.
Ils vont chercher Jeanne d'Arc, c'est pas l'Église qui était allée chercher Jeanne d'Arc. Ce sont les instituteurs, les historiens républicains, pour nécessité de roman national. Ils vont chercher Clovis, le baptême, la colombe, c'est eux. Sainte-Geneviève, encore, le Saint-Crème, toujours le Saint-Crème. Et donc, en fait, plus j'étudie la Révolution française et toute cette période du 19e siècle, plus je me dis, mais ils sont passés à côté complètement. Et en mai 68, le roman national meurt. Giscard lui donne le coup de grâce, puisque Giscard dit, pour que le peuple français soit protégé du malheur, on va le sortir de l'histoire. L'histoire devient une discipline d'éveil, etc. Et pour vous faire une confidence, moi, en mai 68, quand j'ai vu que le roman national était en train de mourir, avec le fameux graffiti « Cours camarade, le vieux monde est derrière toi », je me suis dit, un jour, je ferai revivre le roman national. Non plus en disant à la France, regarde là comme elle est puissante, comme elle est grande, c'est plus le cas. Mais regarde comme elle est belle. Et j'ai pris un petit bout de terrain avec une ruine, l'allégorie de la ruine, Châteaubriand. Et j'ai fait revivre le roman national. Ça s'appelle Le Puy du Fou. Et ça a un succès magnifique. Sonia Mabrouk, vous voulez rebondir ? Oui, parce que c'est... L'homme aujourd'hui, enfin l'homme nouveau, l'homme déconstruit, l'homme sable, l'homme mousse, celui qui est capable malheureusement de tous les reniements, de toutes les compromissions, c'est celui justement qui accepte le mémoricide. Vous avez dit quelque chose, ça m'a beaucoup touchée parce que je pense que là on touche au dernier carré du sacré. Vous avez fait référence, Philippe, même à la mort, ce qu'il y a de plus tragique, d'absolu. Et moi, j'en avais parlé dans un livre consacré au sacré, et ça m'avait beaucoup interpellée en Occident, plus singulièrement aussi en Europe et en France, sur cet effritement des rites funéraires. C'est quelque chose en Orient qui est véritablement... C'est plus qu'un attachement. C'est une filiation. C'est même constitutif de notre identité. Et c'est peut-être... ce qui, pour moi, aujourd'hui, constitue un premier bloc qui se détache, finalement, de cette histoire, de cet acquis, de cette identité, de cette mémoire. Le fait qu'il n'y ait plus de sacralité autour de ça explique qu'il n'y a plus de sacralité autour de l'histoire, autour d'une mémoire, autour d'un passé, autour de siècles, comme vous dites. Et aujourd'hui, rappeler cela, c'est montrer aussi, et ça rejoint l'assimilation, à quoi on s'accroche, finalement. Bien sûr au roman national, bien sûr à des spectacles comme Le Puy du Fou, mais qu'est-ce qu'on donne à aimer ? On assimile à quoi ? Si on devait se poser la question aujourd'hui, pour les plus jeunes en particulier, c'est-à-dire quels sont les héros que nous avons en commun ? Les fiertés, comme dit Philippe, la sentimentalité, ce qui est charnel, l'enveloppe, je ne sais pas. Moi, je ne saurais pas dire aujourd'hui. Moi, quand je suis arrivée en France, j'avais tout un panthéon, quelque chose de commun, imaginaire. Aujourd'hui, je ne sais pas quels seraient, vous voyez, quels seraient les liens entre ces différents personnages, entre ces différents points clés de l'histoire. En fait, Sonia, en vous écoutant à l'instant, je pensais à mon papa qui me disait toujours, il était maire de la commune de Boulogne, 450 habitants. On allait ensemble sur les tombes le jour des morts. Et il nous disait toujours à ses enfants, vous voyez les enfants, regardez, toutes les tombes sont fleuries. La civilisation est sauvée. Et alors je dis pourquoi ? Je dis parce que le jour où les tombes ne seront plus fleuries, ce sera la fin. Et en lisant le papier excellent du Figaro le jour de la Toussaint, avec l'interview de Jérôme Fourquet, que vous connaissez bien, eh bien, on se dit, ça y est, on a basculé. 45% des Français choisissent la crémation. Anecdote pour anecdote, en me rendant aussi en Tunisie, dans un cimetière, au pied d'ailleurs d'une église, l'église Saint-Louis, cimetière où repose ma maman. J'y vais avec mon papa, on a l'habitude d'y aller, et je vois entrer un vieux monsieur avec un tout petit enfant, et je vois l'enfant courir. Et le vieux monsieur a du mal à marcher, il passe comme ça, il enjambe les tombes, il fait attention évidemment de ne pas marcher dessus, et puis il semble chercher évidemment la dernière demeure probablement de son épouse. Il cherche, et l'enfant court tout de suite et s'arrête pile sur une tombe.
Il se trouve que c'est à côté de ma maman. Je le regarde, arrive le vieux monsieur, et je regarde le vieux monsieur, je lui dis, mais le petit se rappelle tout de suite. Il m'a dit, mais madame, c'est pour ça que la civilisation sera sauvée. Parce que lui s'en souviendra toujours. Il connaît, il voit la géographie, il voit l'espace. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et il y a une autre chose que vous avez dite là, c'est qu'on ne peut pas vivre sans légendaire, en fait. C'est pas possible. Il y avait ce qu'on appelait, moi, quand j'étais à Sciences Po, on nous parlait de l'imaginaire collectif. Bon, c'est pas très beau comme expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Max Gallo, il disait, tu vois, une nation, elle a un imaginaire collectif. Et un imaginaire collectif, c'est quoi? C'est une petite romance qui chante en soi et qui vient embraser le roman de nos vies. Et si on n'a pas ça, on crève. Mais... Et c'est pas Yama Kamura, Dja. Sonia Mabrouk, dans votre livre, vous posez la question effectivement des rapports aussi entre Orient et Occident. Et autant l'Occident est frappé de mémoricide, autant la mémoire est très vive dans les pays arabo-musulmans, et notamment une mémoire en particulier, celle de la colonisation, qui est activée, on le sait beaucoup par le régime algérien, par exemple, on est dans les 70 ans du début de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, et vous en parlez un peu dans votre livre, que cette mémoire de la colonisation, ce besoin de revanche par rapport à la colonisation, il habite le monde arabo-musulman aujourd'hui, il est quasiment une sorte de mémoire collective de ciment de collectif. Malheureusement, il peut constituer un socle aujourd'hui, mais ce serait réducteur de ne parler que de cela. Évidemment, il y a cela, mais l'Orient ne se pense pas, contrairement à ce qu'on croit depuis l'Occident, que par rapport à l'Occident. Parce que l'Orient, aujourd'hui, c'est aussi une partie du Sud global. C'est quand même des millions et des millions de personnes. C'est vrai que quand on est en Occident, et plus singulièrement en Europe, on a l'impression que tout se fait par rapport à l'histoire, même si elle est de moins en moins sanctuarisée de l'Occident. Mais il est vrai, elle se construit notamment en Algérie, en grande partie de l'autre côté de la Méditerranée, par rapport, évidemment, à la colonie et puis aux conséquences. Moi, j'ai souvent dit, et je le pense très sincèrement, en particulier pour la Tunisie, qu'il y a les bienfaits ou du protectorat ou de la colonie. Il suffit de se balader dans les rues de Tunis, vraiment la capitale de la Tunisie, pour voir d'un point de vue architectural le patrimoine, l'héritage qui nous a été laissé et qui est heureusement conservé. C'est ça aussi. Il y a cette revanche, mais il y a aussi cette volonté, c'est peut-être un peu schizophrénique, de préserver tout ce qui a été fait et qui est beau et qui est magnifique et qui perdure. Donc il y a quand même un contraste. Il y a aussi une partie de la jeunesse qui n'est pas du tout élevée ni biberonnée à l'opposition par rapport à l'Occident. Contrairement, je fais la différence pour que vraiment je sois vraiment comprise, aux Français d'origine immigrée. C'est pas la même chose pour ceux qui sont nés comme moi de l'autre côté de la... C'est pas la même histoire. Moi, je suis née en Tunisie, je suis arrivée en France. J'ai pas la même histoire que quelqu'un qui est né ici et qui est français depuis 2 ou 3 générations. Moi, je dis souvent que ces Français depuis 2 ou 3 générations, quand je les vois revenir en Tunisie, par exemple, ils ne connaissent rien de la culture orientale ou méditerranéenne, très peu. Ils ne parlent pas arabe. On a la même religion. Souvent, parfois, quand moi j'interroge ma religion, on me dit « tu la critiques », mais je dis « mais vous ne la connaissez même pas ». Donc, ils sont quelque part apatrides. En fait, c'est une revanche... Pardon de le dire ainsi, parfois des ignorants. C'est-à-dire, on est dans la revanche, mais on ne sait pas contre quoi. En fait, comme on ne sait plus qui on est, alors on en veut à l'autre. Mais quand on sait qui on est, quand on est construit, quand on a une identité, quand on l'a appris... Moi, l'islam, je le connais. Je le connais parce que j'ai lu le Coran, parce que j'ai baigné, c'est ma culture, c'est ma religion, je l'aime. Et ma mère qui est partie m'a transmis ce qu'il y a de bien dans cette religion, et je le transmets à ma fille. Le reste, quand il y a évidemment... des choses qui appellent à la violence ou à l'inégalité entre l'homme et la femme, je le mets de côté. Enfin, je fais le tri, si je puis dire. Mais c'est constitutif de mon identité. Donc cette revanche, c'est la revanche des ignorants. Pas la revanche de ceux qui savent et connaissent. Je ne dis pas que je suis dans ce camp-là, mais j'y aspire. Philippe Davillier. Le filigrane de ce que dit Sonia, il est tenu par les plus grands historiens des Grecs et des Romains. Et vous me faites penser à un dialogue entre Clovis et l'évêque Rémi. Ils sont là dans la vigne de l'évêque Rémi, tous les deux. Et à un moment donné, la question de la colonisation est abordée par l'évêque Rémi qui dit ceci: toutes les civilisations, toutes les sociétés obéissent à la même loi.
quand elles ont cessé de vivre de leur raison d'être, et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. Et Clovis lui demande quel est le premier signe. Et l'évêque lui répond en se retournant dans sa vigne, la honte. Et donc en fait, vous êtes colonisé quand vous avez perdu la fierté de vous-même. L'Europe, j'ai eu une conversation un jour avec Jacques Chirac, en 2005, et je lui dis, pourquoi vous ne voulez pas mettre les racines chrétiennes dans votre constitution ? Et il me dit, parce que c'est inutile et c'est contraire à l'histoire. Je dis, ah bon ? Et il me dit, les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes. Donc c'est une perle. Bon. Mais à partir du moment où les hommes politiques ne savent plus d'où on vient, et d'ailleurs n'ont plus envie de savoir d'où vient l'Europe, le continent de la vie interrogée, c'est normal qu'on devienne la colonie de nos colonies. Mais justement, vous avez abordé la question de la religion et du face-à-face entre ces racines chrétiennes qu'on oublie et cet islam conquérant qui, effectivement, lui, est fier de son histoire. Vous, Sonia, dans votre livre, on a parfois presque l'impression que vous avez une certaine estime voire même une certaine admiration certaines. Oui, certaines, voilà, une certaine estime pour les pays musulmans qui, eux, en fait, croient encore en quelque chose, assument une dimension spirituelle et religieuse face à un Occident, finalement, qui, lui, ne croit plus à rien et qui a cessé d'avoir une relation avec le sacré. Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Oui, je le pense, je le vis, et c'est ce que je suis. Quand on dit l'islam conquérant, ça m'a toujours interpellée. En fait, il est, j'allais dire, par nature hégémonique, mais il n'est conquérant ou il n'est dans la conquête que parce que la place est vide, tout simplement. La nature ayant horreur du vide, c'est ainsi. Il peut y avoir des individus qui arrivent en conquérant. C'est le cas sur notre territoire, et ils sont dans un projet de désassimilation, et voire pire parfois un projet même de violence et de terrorisme. Mais l'islam en lui-même, même s'il est hégémonique, n'a pas un projet de conquête en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Les musulmans se pensent en communauté, c'est l'Oumma, c'est une communauté qui prévoit la cohérence, la stabilité, qui préserve et sanctuarise le sacré. Bon, je dois reconnaître que c'est un petit peu à l'inverse de ce que promet l'Occident aujourd'hui. Moi, si vous me donniez le choix, si j'arrivais vierge de, ce qui est impossible d'ailleurs, de tout bagage culturel, il ne faut pas reprocher d'ailleurs à quelqu'un qui arrive de venir avec son bagage culturel, sa religion quand même, et ses codes culturels. Après, il faut lui dire pourquoi il n'a pas changé ses codes culturels. Mais quelqu'un qui arrive et vous dit, voilà, il y a le choix aujourd'hui entre un Occident ou une Europe qui ne croit pas et qui n'arrive même pas à dire qu'elle a des racines chrétiennes, et puis une religion, une culture, une identité, fière d'elle, sûre d'elle, vous choisissez quoi ? Enfin, c'est une véritable question. Je ne sais pas, moi, naturellement, j'irai vers ce qui est solide. Naturellement, je vais vers un projet assimilationniste. Naturellement, je vais vers un projet d'avenir. Oui. Je ne veux pas aller vers un projet qui me promet le néant, le vide, un déracinement. Mais l'islam lui-même est en crise profonde et aussi... évidemment, ça c'est un projet c'est l'aspect... Sur la liberté des femmes, par exemple, et de l'islamisme, évidemment. Mais je voudrais ici apporter non pas une nuance, mais il y a l'islam et il y a un lien évident avec l'islamisme, mais il y a aussi un islam qui est vécu dans la sphère privée et qui est apporteur et même générateur de sacré. Moi, ça, je le dis très simplement, c'est ce qui m'a permis de tenir après des moments terribles, de drames et de coups comme ça dans la vie. Donc moi, cet islam-là, quand vous dites une certaine admiration, non, une admiration totale, moi j'ai une adhésion totale. Et il me permet aussi de pouvoir résister face à des idéologies comme le wokisme et d'autres. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un projet d'avenir, mais pour moi, c'est un projet individuel qui me tient à cœur. Et c'est une bataille véritablement. Maintenant, quand c'est une conquête et avec des peuples et non pas au niveau des individus, puisque le véritable pouvoir, c'est le nombre aujourd'hui et c'est la démographie, là se pose un véritable problème de remplacement et de recolonisation. Philippe de Villiers, comment vous rebondissez sur ce que... C'est simple, en fait, la France et l'Europe, si rien ne se passe,
c'est peut-être déjà trop tard, parce que Dieu a inventé quelque chose qui lui échappe, c'est la démographie. Et vous ne pouvez pas remonter la ligne de flottaison de l'enfant qui n'est pas né. Et donc, là, la situation est simple. Nous assistons comme des coupeurs de citron au bord du terrain, nous les derniers Mohicans, de l'ancienne civilisation française, à un match. Et puis tout à coup, ils sont bras dessus, bras dessous. On a l'islamisme et le wokisme. Ils sont bras dessus, bras dessous, c'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais récemment, Sonia, le wokisme et l'islamisme se complètent. Ils sont à l'ouvrage, le wokisme décivilise et l'islam recivilise. Le wokisme déculture, l'islam reculture, le wokisme décolonialise et l'islam recolonialise. Donc, pour l'instant, ça marche très très bien entre eux. Ça s'appelle l'islamo-wokisme. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à Neuf-le-Château, ça se passait aussi très bien dans le temps. Et quand les mollahs sont arrivés au pouvoir, les musulmans ont liquidé, les islamistes ont liquidé les wokistes. Donc, ça sera la même chose, pour une raison simple, c'est que les wokistes ne se reproduisent pas. alors que l'islam est prolifique. Et donc, en fait, si on ne fait rien, on sera une France islamique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nombre. Le différentiel de fécondité, aujourd'hui, il est évident. Et il y a un mot de Pierre Chaunu que je me répète sans cesse. Il m'a dit, Philippe, vous savez, pourquoi l'enfant est la ligne de flottaison de l'espoir d'une société ? Je vais vous expliquer pourquoi, en tant qu'historien. Parce que quand il n'y a plus assez de transmetteurs, il y a une perte de la transmission. Et c'est irrémédiable. C'est physiquement irrémédiable. Voilà. Et donc, en réalité, l'histoire, c'est le nombre. Dans toute l'humanité, dans tous les mouvements de l'humanité, dans toutes les civilisations, à un moment donné, regardez les Amérindiens, on a trouvé des poupées avec des aiguilles dans le sol. Et à un moment donné, ils ont renié leur Dieu. Ils ont renié leur Dieu et ils ne font plus d'enfants. Eh bien, quand vous perdez le sacré, qui a été votre conquête, qui a fait votre civilisation, et que vous ne faites plus d'enfants, ce qui est le cas pour nous, vous avez vocation à disparaître. Et si vous me permettez une expression qui peut choquer, un peuple qui confie aux populations immigrées le soin de fabriquer les enfants qu'il ne fait plus, parce qu'il ne souhaite plus se reproduire et reprogrammer la vie, il accepte de sortir de l'histoire. L'arme, si je puis dire, la plus puissante, vous avez raison Philippe, c'est le nombre, c'est la démographie. Mais en face, c'est un désarmement. Ah bah oui. Total. Vous avez parlé de sacré. Autre exemple, et ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur les rites funéraires. Là encore, c'est un exemple, je pense que ceux qui sont avec nous, ceux qui nous regardent, peut-être ils le ressentent. Moi encore, ça me frappe. C'est souvent difficile de comparer Orient-Occident, ce sont deux ensembles. Et parfois, évidemment, il y a des vases communicants. Mais on ne rentre pas de la même manière aujourd'hui dans une mosquée et dans une église. En terre d'islam et en terre, si je puis dire, de chrétienté, ou en tous les cas, terre où il y a quand même des racines chrétiennes. Là encore, c'est une forme de délitement. Dans une mosquée, bon, on rentre, on se déchausse, généralement on met un foulard, et puis il y a une sorte de... Vous ressentez quelque chose à la fois dans votre cœur, je dirais même dans votre âme, puis sur les épaules. Vous sentez une histoire, vous êtes redevable de quelque chose. En tous les cas, moi, dans mon pays de naissance, c'est ainsi que je rentre dans une mosquée. En France, j'ai remarqué, ce n'est pas une étude, c'est parfois de l'ordre de l'observation, mais enfin, on a un regard généralement affûté, on regarde beaucoup, les journalistes, on essaie d'observer.
Et parfois, on rentre dans les églises comme dans les supermarchés. Il n'y a plus de différence entre la cité, et l'espace profane et l'espace sacré. Comment voulez-vous qu'une société, comment un pays qui n'a plus d'autorité, on le dit très souvent, plus de frontières, plus de souveraineté, mais comment ce pays qui n'a plus cette petite part, ce jardin secret sacré, comment peut-il survivre? Pour moi, c'est une vraie... Je n'ai pas la réponse, mais quand j'observe, je ne dis pas que tout le monde le fait, quand dans une école, quand dans une classe, il n'y a plus d'estrade parce qu'on a peur de l'autorité, quand cette église, on y entre, comme on va dans un supermarché, il ne faut pas dire que l'islam est conquérant. Il faut dire que l'islam respecte ce qui reste encore de sacralité. Oui, mais tout va changer. Parce que dans l'histoire de France, c'est toujours la même chose. Moi, j'adhère absolument. Votre analyse, vous avez raison. À vue humaine, s'il ne se passe rien, on connaît la suite. Bon. En plus, l'islam est pour la vie, nous, on est pour la culture de mort, etc. Enfin, vraiment, il y a tout. Bon. Mais tout va changer, parce que dans l'histoire de France, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Il y a deux slogans qui reviennent tout le temps. Vous le dites. Ah, pardon, je ne veux pas anticiper, mais en fait, ceux qui mènent l'histoire ne sont pas les majorités. Encore moins les élites. Les élites mondialisées. Ce sont les minoritaires. Bon, j'en sais quelque chose à titre personnel, parce que je suis indépendant d'esprit et indépendant tout court, et c'est ce qui est... Et à moi, tout ça, vous voyez, je mets un peu de pagaille. Et donc, il suffit qu'il y ait quelques minoritaires, et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Il y a des petits signaux faibles qui montrent qu'il y a des minoritaires et qui pratiquent la phrase de Lénine, « Donnez-moi 1000 hommes ». Lénine, il a dit ça. Donnez-moi 1000 hommes. Et il les a eus. Philippe de Villiers qui cite Lénine, on aura tout vu. Oui, je cite Lénine, Gramsci, etc. D'ailleurs, c'est je sais que vous êtes un crypto-révolutionnaire. Il s'occupe de ce qu'il ne devrait pas s'occuper. Il s'occupe de culture. Il vient chez nous, dans le champ du voisin. C'est l'appropriation culturelle, attention. Oui. Donnez-moi 1000 hommes. Donnez-moi 1000 hommes. Et je pense que dans l'histoire de France, Jeanne d'Arc, elle appelait les élites de l'époque les Français reniés. Oui. On en a parlé ensemble, les Français reniés. Et ce sont ceux qui, après le traité de Maastricht, se sont accommodés de l'occupation anglaise, au nom de leurs intérêts. C'était vraiment les élites mondialisées de la Macronie. Et il y a eu des Français reniés, mais il y a aussi des Français qui se sont levés et qui ont accompagné Jeanne d'Arc. Et dans toute l'histoire de France, affleure toujours un paradoxe qu'on n'attendait pas. Exemple, la civilisation romaine s'effondre, les patriciens romains qui pensent que c'est fini, et puis arrive un barbare, un franc, qui est un conquérant, et le conquérant va se laisser conquérir par sa conquête. Et c'est lui qui va défendre le patrimoine et la culture de Rome. Philippe, je suis... Et donc, en fait, c'est toujours comme ça. Tout est perdu, tout est sauf. Je partage ce que vous dites avec une nuance. Les Francs ne sont pas, ou les Français reniés ne sont peut-être pas ce que l'on croit. Qui, aujourd'hui, porte le diagnostic que vous portez vous-même, évidemment, mais les 1000 hommes et femmes, il faut le dire aujourd'hui, qui sont-ils aujourd'hui? Qui partage ce diagnostic? Kamel Daoud, Boualem Sansal, Driss Ghali, je pourrais faire une liste comme ça. Quel est le point commun entre toutes ces personnes? C'est vrai que c'est fascinant. Mais, c'est peut-être ces Français reniés sont des Français de la double culture. Alors moi, je pense paradoxalement, c'est ceux qui alertent le plus. Non, mais parce qu'on ne les trouvera pas à la poêle à frire. On écoute le moins. C'est français. On voit les élites. Aujourd'hui, en fait, le pouvoir n'a plus le pouvoir, puisque le pouvoir est redistribué. Il y a l'État profond qui a le pouvoir, l'État médiatique qui a le pouvoir. Tout le monde a peur.
il y a le Bruxelles qui a le pouvoir et il y a la République des juges. Bon, donc le pouvoir, il est... Voilà. Et du coup, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en profondeur, il y a, dans la Creuse, en Vendée, en Bretagne, ce que certains appelleraient le déhanché du lapin breton, par rapport à un ami qui, à un moment donné, a dit « ça suffit comme ça, on va imposer la liberté d'expression ». Parler de Vincent Bolloré, voilà. Voilà. Et donc c'était inattendu, voilà. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup, de plus en plus. Parce que moi, je connais des gens importants qui ont lu mon livre, là, et m'ont appelé, là, il y a 2 jours, en me disant il se passe quelque chose, il faut qu'on bouge. Parce que le pays est en train de s'effondrer. Vous l'avez envoyé à Emmanuel Macron, votre livre ? Comment ? Vous l'avez envoyé à Emmanuel Macron, votre livre ? Alors non. Vous avez été très amis à une époque. Non, parce que il serait capable de me dire ce livre est formidable. C'est possible. Il me l'a déjà fait. C'est vrai. Oui, mais vous racontez d'ailleurs la question, est-ce que vous y croyez de nouveau, vous y croirez de nouveau si vous le dites ? Ben, il a une telle vous y avez cru la première fois. Alors oui, mais parce qu'en fait, dans l'instant où il le dit, il le pense. C'est des fidélités successives. Vous savez, c'est le mentir vrai d'Aragon. Et voilà, c'est un joueur. Vous savez ce qu'il fera quand il va quitter l'Élysée ? Il sera figurant au Puy du Fou ? Il sera croupier au casino du Touquet. C'est un joueur. Ah, vous êtes choqués, là. Voilà, non, mais je vous laisse vos paroles. Mais, il nous reste 5 minutes, Philippe. Je voudrais juste terminer peut-être sur une image on retrouve à la fin de votre livre un court chapitre consacré à Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris qui a brûlé, qui aujourd'hui, dans quelques semaines, va réouvrir au public. En quoi c'est un symbole pour vous de la France, de ce qu'elle a produit de meilleur, et peut-être aussi le symbole d'une renaissance. Il y a l'incendie, mais il y a aussi la possibilité de reconstruire. Je me souviens avoir répondu à Vincent Trémollet, où vous m'aviez demandé un papier au moment de l'incendie de Notre-Dame, c'est possible. Ouais, de l'incendie. Et en fait, j'ai vécu l'incendie comme une allégorie de la France. C'est-à-dire quand j'ai coupé ma télé, je me suis dit, bon, la flèche était tombée, au ralenti. On pensait que c'en était fini de la couronne d'épines, du grand orgue, etc., et que les tours allaient s'écrouler. C'était le diagnostic des pompiers. Donc je me couche en me disant, c'est fini. Notre-Dame, quel symbole. Et je me réveille le matin, les tours sont encore debout. On nous dit, la couronne d'épines est sauvée, le grand orgue aussi, Notre-Dame est sauf. Et je me suis dit, c'est vraiment la France. C'est une sorte de message de la Providence qui nous dit, vous savez, vous pouvez tout détruire. Vous pouvez vous détruire. Vous pouvez détruire ce qui a la partie sacrée du dépôt millénaire. Mais vous pouvez aussi vous sauver. Vous pouvez aussi vous exaucer au-delà des angoisses du pain quotidien et redevenir ce que vous étiez, la France de la grandeur, qui, à chaque fois que s'est approché de l'abîme, s'est accroché à 2 mots qui n'ont pas vacillé, le tronçon de l'épée et la pensée française. Et peut-être pour une note positive, je n'aime pas l'expression vivre ensemble, d'ailleurs je pense que ça n'existe pas, le vivre ensemble, mais on peut pleurer parfois ensemble. Je sais qu'au-delà de la France, au-delà de nos différences, de nos croyances, moi j'ai pleuré en tant que Française, en tant que musulmane, en tant qu'attachée au sacré. Et je pense que quand on arrive à pleurer sur ces moments aussi tragiques et fondateurs, donc il y a de l'espoir pour la suite. Et je peux dire quelque chose à Sonia ? Oui, je vous en prie, il reste 2 minutes. C'est drôle parce que Sonia, vous habitez Carthage, enfin la maison familiale. Oui. Et Carthage, il y a quelque chose qui nous réunit, c'est que moi j'ai fait un livre sur Saint-Louis. Saint-Louis, il meurt à Carthage. Mais comment ? Et en fait, quand vous mettez la main en visière, vous avez découvert toute petite la plage Effectivement. de son agonie. Oui. Et
quand je vous en avais parlé la première fois, vous m'aviez dit « j'ai un grand respect pour Saint-Louis ». C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous unit, par-delà nos civilisations respectives, c'est l'idée de la grandeur. Moi qui suis un descendant de croisés, et fier de l'être. Et en fait, quand on a perdu la grandeur, on a perdu le respect du monde. Mais si on retrouve la grandeur, le pacte millénaire de la France avec la grandeur, disait De Gaulle, on sera à nouveau respecté. Écoutez, Philippe et Sonia, merci pour ce magnifique débat. Philippe, vous savez qu'il n'est pas trop tard pour acter votre candidature à l'élection présidentielle. Joe Biden était plus âgé que vous, vous pouvez y aller. Il n'est pas trop tard en tout cas pour partir à la reconquête de la France. J'attends le résultat parce que si c'est Kamala Harris, c'est pas mon style. Merci à tous les deux. Merci. Ce débat absolument passionnant et fort en intensité et en grandeur, j'ai trouvé. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur la page YouTube du Figaro, mais aussi en podcast sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. J'accueillerai la philosophe Julia de Finesse et le chef d'entreprise Xavier Fontanet. On parlera du nouveau rapport au travail. Très bonne soirée à tous.